Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'abord, ou est-ce que c'est venu si naturellement que vous avez commencé le livre comme ça? Est-ce que vous n'avez pas eu peur en route? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait? Oui, je me rends compte. Écrire ce livre et l'écrire de cette manière ou d'une autre manière qui aurait permis en cela, je parle de manière très parallèle à ce que vient de dire Serge Toubiana, qui permettent de rendre la vie à Jean Kahn, était pour moi une nécessité vitale depuis 47 ans. Mais je ne savais pas comment faire. Il y a 47 ans, cet homme jeune, de pas encore 54 ans, qui est Jean Kahn, prend le train à la gare Saint-Lazare, vers Le Havre, qu'il n'atteint pas, car il se jette du train, lancé à pleine vitesse, à peu près à hauteur de Mantes-la-Jolie. Avant de se jeter du train, il a écrit une lettre qu'il a laissée sur la banquette qu'il occupait auparavant. Cher Axel, je m'adresse à toi comme sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires. Il me dit ce que je dois faire, et enfin l'injonction finale, sois raisonnable et humain. Alors tout d'abord, Paul, la tonalité générale de cette lettre est loin d'être celle que l'on adresse aux fils élus à qui l'on demande de s'occuper de la famille, c'est à l'inverse. Ce que sans doute me dit Jean Kahn, c'est « Je te connais, mon fils, avec ta brutalité, ta violence plus ou moins maîtrisée, et ça tombe bien, cela te permettra de faire durement les choses nécessaires. Peut-être que tes frères ne pourraient pas le faire, tes aînés, mais toi, je te connais si bien que tu pourras le faire. Et puis, il va mourir. Il a encore un conseil à me donner. Quand même, sois raisonnable et humain. Et vous ne savez pas, Paul, ce que cela peut être pour un homme jeune de 26 ans que j'ai à l'époque, de se dire que, mourant son père, jette sur lui ce repas. Vous ne savez pas. Et puis, première chose dure que je dois faire, parce que la lettre m'est adressée, parce que je suis médecin, parce que les gendarmes me demandent de venir reconnaître le corps. La tête s'est brisée contre le rail. Brisée. Il ne reste qu'une partie inférieure gauche du visage, me permettant de le reconnaître. Ce débris d'homme, cette dépouille, ne peut pas être mon père. J'ai quitté un homme, un grand intellectuel, avec qui les contacts étaient intenses. Une semaine auparavant, cela ne peut pas être mon père. Je ne peux pas en rester là. C'est totalement impossible. Mais cela étant dit, que puis-je faire? Je ne suis pas doté de pouvoir magique. Je ne suis pas le Victor Frankenstein de Mary Shelley. Je ne peux pas lui redonner vie comme ça. J'essaie plusieurs solutions qui n'aboutiront pas, et je m'occupe d'autre chose, c'est-à-dire que ma vie durant, et presque tous mes livres, essayent de répondre à la question « Qu'est-ce qu'a voulu m'enjoindre mon père? Qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable et humain? Comment le devient-on? Quelles sont les meilleures conditions pour qu'on le devienne? Comment peut-on être menacé dans son humanité? » Mais il n'empêche que ce désir de ne pas en rester là persiste. Et puis, il y a peu de temps, il y a 3-4 ans, une idée folle me saisit. Vous parliez de deuil, et c'est le thème. Je n'ai pas fait mon deuil. J'ai quitté un père, un intellectuel, avec des conversations compliquées, et je retrouve un débris d'homme. Aucun deuil n'est possible dans ces conditions. Pour faire mon deuil, il faut que je lui redonne vie, par les moyens que j'ai.
Il faut que je lui redonne vie, et si je lui redonne vie, je connais la fin de l'histoire. Je sais qu'il mourra, mais là je pourrais l'accompagner. Main dans la main, les yeux dans les yeux. Je pourrais l'accompagner. Comment lui donner vie? Si je parle de mon père? Ma foi, un fils parle de son père comme il parle d'un défunt. Et donc il m'est apparu totalement évident que la seule possibilité à ma disposition pour lui redonner vie était de prendre sa place. C'est-à-dire de me quitter. C'est-à-dire de l'investir. D'emblée, j'ai vu que c'était fou. Et d'emblée, cela était à la fois fou et évident. Et dès que j'ai écrit 10 000 signes, 15 000 signes, je n'étais plus Axel, j'étais Jean. Il a écrit, mon père était écrivain, poète, philosophe, il a laissé des milliers de pages manuscrites. J'ai récupéré maintes lettres. J'avais un matériel considérable, suffisant en tout cas pour que je ne m'aventure pas sans éléments, sans point d'appui. Et assez rapidement, je suis à ce point devenu Jean que, et c'est naturellement à la fois la limite, la bizarrerie et la singularité d'un livre de ce genre, par rapport à celui qu'a écrit Serge notamment, c'est que il y a des points de la vie de Jean, quand il en parle, il est là dans le livre, il est là, il va sauter. Et avec cette immédiateté, cette absence de recul dont on dit qu'elle caractérise les pensées, les images mentales de quelqu'un qui va mourir et qui le sait. Il parle de sa vie, de ses combats, de ses engagements, de sa vie intellectuelle considérable. En faisant cela, il parle d'épisodes que moi je ne connais pas. Si j'en avais parlé de mon père, j'aurais avoué que je ne les connaissais pas. Mais comme c'est lui qui m'en parle, eh ben, il les dit. Et là, il y a un élément très singulier, c'est que le seul Jean Kahn qui persiste, c'est celui que j'ai fait revivre, avec les blancs qui ont été ainsi remplis, mais pas vraiment par les mains d'Axel pianotant sur l'ordinateur. C'est Jean qui a fait cela. Et à l'arrivée, si vous me demandiez, Paul, dans votre projet fou, avez-vous rencontré le succès ou bien avez-vous buté sur un échec? Je vous dirais que sans doute les deux. J'ai rencontré le succès qu'a dit Serge avant moi, c'est-à-dire cet homme jeune, je l'ai vu vivre, aimer, espérer, désespérer, lutter, combattre, hésiter, douter. Je l'ai vu mourir et je l'ai accompagné. Et il a vécu. C'est-à-dire que j'ai remplacé ce débris d'homme en la consistance d'un père. Voilà. Mais d'un autre côté, et difficulté extrême, dont j'arrive seulement à sortir, c'est qu'ensuite, je n'ai plus su très bien qui j'étais. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à quitter Jean et à réintégrer Axel.